Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1204 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 avril 2026. Cette émission vous est présentée par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Xavier Delorme pour cette émission Masterclass consacrée à la photographie d'orage. Carrément. Masterclass. Bah oui. Merci. Alors, pour information, l'une, si ce n'est peut-être la première photo d'orage, est signée d'un peintre et photographe français, figurez-vous, qui s'appelait Gabriel Lopé. Elle a été réalisée en 1902 à Paris et montre l'emblématique Tour Eiffel foudroyée. Elle est actuellement conservée par le musée d'Orsay. Xavier, la photo d'orage, est-ce qu'on peut dire que c'est de la photo d'auteur ou de la photo scientifique? Ah, c'est une bonne question, ça, j'aime bien. Ça peut être les deux à la fois, et puis selon aussi comment on a commencé aussi. C'est-à-dire, il y en a, ils ont commencé en tant que photographe, et puis d'autres qui ont commencé en tant que passionnés de météo. Donc là, ça va être le côté plus scientifique, et puis celui qui est photographe va être plus dans le côté auteur. Et toi, tu fais partie de quelle catégorie de personnes? Ah, ah. C'est plus scientifique, on va dire. Parce que j'ai commencé en grand passionné météo. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à ça, toi, au début, quand t'es tout Euh, gamin c'est le côté spectaculaire. C'est quand on est ado, on est à fond dans ce qui va exploser. Voilà, donc j'étais fan de volcans, de tempêtes. Oui, non, mais on peut être voilà. fan, mais il y a un pas entre être fan et le photographier. Après, le photographier, c'est par rapport à tous les documentaires que j'ai dû regarder quand j'étais gamin aussi. Il y avait tous les documents sur les grosses chasses aux tornades qu'il y avait aux États-Unis. Il y avait beaucoup de documentaires là-dessus. Donc, on était gavés de ça. Et puis après, au fur et à mesure, en fait, on s'imprègne de ça. Et à dire, waouh, je vais faire pareil. Ça, c'était mon rêve. Mais aujourd'hui, pour toi, cette activité, c'est une passion récréative ou c'est une activité professionnelle? Ça a été les deux. Donc, au début, c'était récréatif, vraiment une passion. Ouais. Après, au fur et à mesure, ça a pris vraiment de l'ampleur. Et j'en ai fait ma profession pendant 5 ans. Et puis après, je suis retourné en tant que passionné. Mais alors, c'est quoi les clients qui commandent de la photographie d'orage pour Oh là, c'est qu'on se rende compte un peu? c'est un métier de niche. Ah, ça, c'est sûr. Mais Oui, bon. mais regarde, on en parle. Oui, on en parle. Alors, quand j'ai développé ça, je me suis dit, bon, ça peut peut-être intéresser des gens, le savoir-faire de chasser les orages et la Ouais. photo. Donc, je me suis vraiment basé sur déjà travailler la photo. Parce qu'avant, je travaillais juste, je composais pour l'orage. Donc, j'allais en plein champ et je zoomais sur Orage la first. foudre. Voilà, c'est ça. Exactement. Même pas de paysage, rien, que la photo de foudre. Et après, je me suis amusé à vouloir composer, parce que ça m'a donné un peu plus de défis. Parce que, Mais au bout t'étais d'un en moment, on a fait le argentique, temps. non, à l'époque? Oui, j'ai Parce commencé que le défi, il est là, quand même. Ouais, alors j'ai commencé en argentique. C'était l'argentique de mon père. Donc c'est lui d'ailleurs qui m'a appris la technique photo de longue pose pour faire la photo de foudre de nuit. Donc j'ai commencé en 98 avec cette photo. Depuis, on avait commencé dans le jardin avec lui. Et puis après, tout seul, depuis mon Velux. Donc on voit un petit zigouigoui en haut à gauche de la photo. Mais c'était ma toute première photo voilà, depuis mon Velux. Donc en 98, un été 98. Mais quand tu bosses pour des boîtes comme Météo Orage ou Kéronos. Alors, Kéronos, tu fais quoi pour eux en fait? Alors Kéronos, c'était plus un partenariat quand j'étais professionnel. Peut-être explique ce que voilà. c'est Kéronos, parce que même Kéronos, moi je c'est ne un sais pas ce si- que c'est. c'est un site internet qui va fêter ses 20 ans, je crois, cette année. Kéronos, c'est un site qui répertorie tous les phénomènes orageux de France, donc que ce soit la foudre, les dégâts de grêle, le vent et tornades. Au début, c'était vraiment un historique sur les tornades en France. Et au fur et à mesure, ils ont développé leurs prévisions, donc les risques de grêle, d'orages forts et de tornades, donc en probabilité en faisant des zonages voilà, à 3 jours. Donc ils se sont vraiment spécialisés là-dedans.
Comment tu définirais ce qu'est un chasseur d'orage aujourd'hui? Un chasseur d'orage, c'est quelqu'un qui se déplace pour aller à l'encontre du phénomène orageux. Enfin, voilà, il va faire sa prévision, il va C'est aller la sur la technique route. de l'affût ou de l'approche ou un petit mélange des deux? C'est les deux. Ouais, C'est les deux. C'est carrément les deux, en fait. Bah ouais. Bien sûr. Ouais, parce que quand j'ai regardé le documentaire de Vincent Munier, La Panthère des Neiges, là, Ouais. et j'ai vu son Tu t'es approche. vu Eh dedans. je me Ouais. suis étonnamment vu des heures d'attente à rien faire, attendre que on passe le temps et puis on s'occupe. Et après, on a, lui, c'était la panthère, et nous, c'est l'orage, quoi. Donc, c'est à peu près la même approche. Tu vas pas faire photographier les orages avec Sylvain Tesson, rassure-moi. Non, Pas sûr que ça l'intéresse. Oh, quoique. Oh, Ouais, ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Non, par contre, vous êtes beaucoup à faire ça, parce que autant les chasseurs de tornades aux États-Unis, c'est un phénomène qui est assez connu, enfin très concentré d'ailleurs dans certains États comme l'Oklahoma, mais en France, on se rend pas bien compte. Bon, il y a un festival Oui, qui a été donc créé, ça- ok, mais vous êtes combien à peu près? C'est une grosse communauté? On peut faire un historique sur les années 2000 quand il est arrivé l'Internet. Donc, on commençait un peu à se connaître entre voilà, qui chasse et tout ça. Et dans les années 2000, on devait être une vingtaine à chasser les orages. Avant, il y avait. C'est très, très niche. Hein. Voilà. Parce que là, il y a un festival, il y aura pas 20 personnes quand même. Non, mais après, c'est le développement de tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire, au début, c'était les forums. Ouais. Donc, les forums de passionnés météo, qui se retrouvaient tous au même endroit avec des chats IRC du site Infoclimat. Tiens, t'es du coin, c'est quoi ta passion? Les orages, vas-y, on part ensemble. Voilà, ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, ça s'est développé par région. Donc, on partait tous ensemble selon. Nous, c'était Île-de-France, région centre. Donc, on se retrouvait tous au même endroit le week-end. Tiens, à tel endroit, on va aller chasser pendant une journée. Et puis, des fois, 2 jours. C'était incroyable. Là, c'était ces premières chasses de 2 jours. Et donc, ça, c'était. Voilà, c'est développé tout doucement. Et puis, avec le développement du numérique, la technique photo est arrivée. La photo d'orage est devenue assez facile. Et puis ça s'est développé de plus en plus. Et puis maintenant, avec le Facebook, Twitter et autres, là, on a, à mon avis, on atteint presque les 500, à mon avis, facile. Ça reste une niche, Et effectivement. vous faites partie de cette catégorie de personnes qui est ravie quand il fait un temps dégueulasse, quoi, du coup. Alors, oui et non, parce qu'avant qu'il y ait les orages, il faut qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud. Parce que quand il fait trop froid et tout comme ça, on a ce qu'on appelle les pétards mouillés, c'est-à-dire que c'est des orages, mais flotteux et on voit rien, on fait rien. Tu vas nous expliquer Voilà. d'ailleurs comment pétard trouver des orages. Est-ce que le game ultime de la photo d'orage, c'est pas finalement de la photo de tornade et on est chasseur d'orage en France parce qu'on peut pas être chasseur de tornade? Ah, parce que les tornades, c'est surtout aux États-Unis avec la Tornado Alley. Donc, l'axe central des États-Unis qui sont en conflit de masse d'air sur 3 points différents. Donc, pour faire simple, et donc c'est un couloir connu dans le monde des passionnés de chasseurs. Donc, il y a beaucoup de Français qui partent là-bas chaque année pour aller chasser la tornade. Mais en France, c'est vrai que nous, c'est plus la foudre. Et encore, la foudre, c'est surtout en Italie. Je me suis rendu compte que les orages en France, c'est souvent des fois il n'y a pas de foudre, c'est beaucoup d'intra-nuages, donc c'est des éclairs au sein du nuage. Donc ça peut être vite frustrant. Et c'est surtout que en France, oui, c'est ça, voilà, c'est plus la foudre qu'on va aller. La tornade, c'est assez exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Mais bon, il y en a quand même eu coup sur coup depuis 2 ans en Eure-et-Loire. Une tornade. Des mais- F5 comme dans Twister? Non, petit F1 quand même. Mais très esthétique. Très Oui, esthétique. suffisamment pour qu'on en parle, et puis Oui. ça participe au changement climatique, etc. Exactement. Oui, puis donc, ça fait des ravages de ouf, faut pas oublier non plus. Hein. Bon, on va maintenant essayer de bien comprendre quels phénomènes naturels régissent les orages et la foudre afin de essayer de percevoir où et quand il est possible de les rencontrer. Xavier, c'est quoi un orage et pourquoi la foudre? Pourquoi la foudre? C'est pas cette question. Bon, on va faire simple. Un orage, c'est un. Raison scientifique, hein? Oui, On va pas partir dans le spirituel, hein? C'est pour ça, non. on va Oh, faire dommage. C'est- Alors, l'orage, c'est un conflit de masse d'air.
C'est le résultat de conflit de masse d'air, donc un air froid qui rencontre un air chaud, et il y a un peu d'humidité, et hop, ça vous fait un cumulonimbus. Voilà, ça, de façon très simple. Donc c'est de savoir où et comment il va se développer. Et la foudre, bah, c'est un orage, c'est comment dire, je vais faire ma petite phrase dans ma tête. Donc un orage. Imagine qu'on est Jamy. Voilà. Tu refais. Donc un orage, ça va être un cumulonimbus, et il y a des forts courants ascendants et descendants. Et donc ça va créer des frictions entre les hydrométéores, donc les gouttelettes d'eau qui montent et les cristaux de glace qui descendent. Et la rencontre des deux va générer des frottements, et va comment dire, arracher des électrons de part et d'autre, et vous faire des charges positives et négatives. Et pour faire simple, les charges positives vont rester en haut du cumulonimbus, et les charges négatives vont se concentrer vers la base. Et du coup, ça fait une différence de potentiel assez conséquent, et ça fait une énorme pile, quoi. Donc, on sait que l'air est isolant. Donc, à un moment donné, on va arriver à la rupture de ce potentiel, et ça va vous faire un arc électrique et la foudre ou l'éclair. On le voit très bien, hein, ce que tu décris là, justement, dans l'émission avec Jamy, il y a des schémas Oui. qui le montrent très très bien. Hein. Ça aidera peut-être Dès que j'explique mal. auditrices à... c'est pas ce que je dis, mais là, pour le coup, il y a peut-être besoin quand même... Ouais, C'est peut-être les limites de l'audio, là. C'est facile. Ah bah, on y touche quand même. Parfois, c'est normal. Bah, en haut, c'est les positifs, en bas, c'est les négatifs. Voilà, c'est de façon très simple. Oui, voilà. Exactement. Mais par contre, sur le terrain, tu vois pas ça au doigt mouillé. Donc, Non. Tu utilises quoi? On le voit d'ailleurs sur la vidéo. Tu utilises quoi comme type d'outils pour les tracer et les anticiper? Alors déjà, il y a un gros travail de prévision, c'est-à-dire de savoir où on va se placer longtemps à l'avance, et puis savoir où on va faire la photo. Donc il y a un gros travail de prévision météo. Donc on va étudier les modèles météo, de prévision et tout ça. Et quoi, on regarde Evelyne Delia et Je on regardais sait où Evelyne ça va le Delia lendemain, quoi. quand j'avais pas internet, je regardais Evelyne Delia. Hein. Hmm. Donc je partais avec mon vélo, je dis bon, ils annonçaient des orages ce soir, voilà. Non, après avec l'internet, on a tous les outils disponibles maintenant, et puis au fur et à mesure des années, on a de plus en plus d'outils qui sont disponibles aussi gratuitement, qu'avant c'était en compte-gouttes. Donc les modèles pour faire la prévision, pour se placer à tel endroit, et ça vous fait un scénario d'heure par heure du déplacement de l'orage. Donc on va essayer de se mettre à la trajectoire. Mais tu peux anticiper jusqu'à combien de temps? Je dirais 2, 3 jours avant, une semaine avant, même encore plus loin? Alors il y a une idée sur 15 jours. À 15 jours, on commence à avoir des tendances. C'est-à-dire qu'on va avoir un anticyclone, une dépression sur 15 jours, 10-15 jours. Donc on ne sait pas où ça va se situer. Ça peut se déplacer vraiment sur à peu près une surface de 1000 km. Donc ça peut être, tu vois, ça peut commencer par exemple au Pays Basque, et puis le lendemain, tu regardes les mêmes prévisions, ça va être en Allemagne. Tu vois, ça va jouer. Oui, tu as bien fait de passer ton permis. Mais... Voilà. Mais en fait, on voit qu'il y a un potentiel orageux à 10-15 jours. Donc ça permet de dire à la famille, aux amis, bon, par barbecue ce week-end-là, je serai peut-être absent en chasse d'orage. Mais dans Twister, dans leur camion, ils ont plein de machines, ils ont des antennes, ils ont des genres de sonars, des graphiques en temps réel, des trucs de ouf. C'est que de la déco ou non, il y a pas de la vraiment déco, des outils sur le terrain qu'on peut pour affiner un peu? Non, on se l'a pété aussi un peu, j'imagine. C'est pour impressionner. Un peu too much. Non, c'est surtout sur le terrain, on nous voit comme ça. Ouais. Poussez-vous, j'arrive. Non, mais j'imagine la scène. T'arrives, poussez-vous. On a rarement des pick-up aussi gros. Hein. Voilà. Il y en a, mais... Ouais, non, mais un peu et puis nous, les chemins sont plus petits. Ouais, donc, t'arrives avec un gros machin comme ça, tu peux pas faire demi-tour. Donc, non, ces outils-là, c'est sur le terrain. Une fois qu'on est sur le terrain, pour suivre l'orage, il nous faut les données en temps réel pour pouvoir anticiper son déplacement. Et parce que les prévisions, c'est bien, mais des fois, il peut y avoir un plan B. C'est-à-dire, en fait, c'est développé un peu plus loin, ça prend une trajectoire un peu différente. Donc, pour les suivre en temps réel et pour ajuster son tir. Donc, on a les images radar et les données foudre du réseau météo-orage.
Est-ce qu'il y a différents types d'orages? Est-ce que, par exemple, les orages de jour sont différents des orages de nuit? Est-ce qu'il y a des petits orages et des gros orages? Est-ce qu'il y a des orages virulents ou calmes? Est-ce qu'on peut classifier les orages? Oui, on peut classifier les orages. Ouais, et les foudres, du coup, les types de Alors, foudres, il y a quoi. on peut classer les orages et les foudres. Ok, On peut double classer, classement. voilà, double classement. Donc, les orages, pour faire simple, il y a des orages monocellulaires et multicellulaires. Donc, mono, c'est une petite cellule isolée. Et multicellulaires, c'est des petites cellules isolées qui se sont regroupées et qui créent des systèmes orageux vraiment énormes, qui peuvent occuper plusieurs régions à la fois. Donc, déjà ça. Et dans le sein du monocellulaire, donc petites cellules, on peut avoir ce qu'on appelle les orages supercellulaires, donc des supercellules, un peu comme les orages américains. C'est-à-dire que c'est des orages qui vont se mettre à tourner sur eux-mêmes, donc avec ce qu'on dit un mésocyclone, voilà, un cyclone de petite échelle. Donc c'est des orages qui vont tourner sur eux-mêmes et c'est eux qu'on a de plus en plus maintenant sur le terrain. Donc c'est des orages très virulents qui ont pas mal d'activités électriques, foudre, mais beaucoup intranuageuse, donc au sein du nuage, et fort risque de grêle, grosse grêle. Donc tout ce qu'on voit depuis quelques années, des dégâts de grêle, c'est souvent des supercellules et surtout de vent. C'est des vents extrêmement violents dessous, de 90 à voire 150, et c'est ceux qui génèrent les tornades. Donc, mais les multicellulaires, c'est ce qu'on appelle des systèmes, je vais passer les noms, mais en fait, ça s'organise souvent en gros fronts orageux. Et eux, c'est souvent des grosses lames d'eau qui vont durer 1 heure et aussi des vents violents à l'avant. Et tu as des échelles d'intensité un peu comme l'échelle de Richter pour les séismes ou pas du tout? C'est juste vraiment les dénominations qui vont Alors, donner l'importance ou la l'imp- taille. alors pour les supercellules, on va avoir des classifications aussi, une sous-classe de supercellules. On a des supercellules classiques, HP et LP, donc c'est nom américain. Donc c'est classique, bah, c'est une supercellule on va avoir le mésocyclone qui va être bien visible et avec une partie pluie et grêle sur le côté. Et low precipitation, donc LP, donc peu de précipitations. Souvent, on voit bien le mésocyclone et un très filet de pluie juste à côté. Donc, elles sont très belles à photographier, ce type de cellules. Et l'AHP, donc c'est High Precipitation, c'est beaucoup de pluie. Enfin, là, c'est noyé, on voit à peine la supercellule. Et là, Ouais, photographiquement parlant, c'est une peut-être, catastrophe. ah, ok. Et c'est celles qui sont assez dangereuses parce qu'on voit pas où sont les grêles et les vents. Et donc, on a Tu du peux mal pas à te distinguer. situer. Ouais, on a du mal à distinguer le mésocyclone. Donc, on va le voir sur les images radar pluie. Donc ça, nous, on connaît comment le lire, les radars. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est assez dangereux ce type d'orage. Eh bien justement, hein, parce que c'est important de préciser qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en termes de sécurité quand on souhaite se lancer dans la photographie d'orage. Alors j'ai trouvé des chiffres, hein. Il y a entre 100 et 300 blessés tous les ans en France à cause de la foudre et entre 10 et 20 décès. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Maxime Daviron qui pratique la photographie d'orage et en plus en haute montagne. Il nous sensibilise à ce sujet. La chose que je recherche moi en photo principalement, ça va être, le sauvage. En tout cas, c'est comme ça que je le définis. Donc vraiment, à la base, les territoires sauvages beaucoup et notamment la haute montagne et pour le révéler, les conditions qui soient propices et donc particulièrement les conditions un peu tourmentées, on va dire. Et en parallèle de ça, j'ai toujours eu une fascination pour l'orage depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc en 2017, j'ai voulu lier les 2, lier orage et montagne pour aller un peu au bout de cette démarche, de rechercher à retranscrire le visage le plus sauvage de la montagne, on va dire. J'utilise un peu l'orage comme révélateur, de cet aspect sauvage primitif, de la haute montagne. Ouais, l'aspect sécurité, c'est vraiment l'aspect primordial dans cette pratique. Ça paraît assez logique. Déjà en montagne en général, c'est quand même un gros aspect, dans la préparation et sur le terrain. Et pour les orages, c'est très particulier parce qu'évidemment, normalement, on évite d'être en montagne sous l'orage, en toute logique. Et dans mon cas, ça passe notamment par une grosse partie de repérage. Donc, je vais chercher des compositions, enfin des endroits où j'ai des compositions en tête, et y chercher des abris. Donc, souvent, ça va être des cabanes de berger, des grottes, des refuges non gardés, ce genre de choses.
Et je vais voir si ces abris sont valables, donc s'ils sont vraiment de bons abris pour la foudre en tout cas, s'ils sont secs, etc. Calculer un peu aussi tous les risques, ce qu'on appelle les risques objectifs, donc les potentielles chutes de pierres, crues de torrents, etc. que je pourrais rencontrer le lendemain, parce qu'il faut aussi penser à la redescente. Le temps d'ascension, enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres que je me note. Comme ça, je sais combien de temps il faut pour y aller. Et le jour même, quand j'ai fait ma prévision et que je sais qu'il risque d'y avoir de l'orage sur un massif particulier et que j'ai choisi l'abri dans lequel je vais me rendre, je prévois une grosse marge de manœuvre. Comme ça, j'arrive en fait dans mon abri bien avant que l'orage commence. Il fait encore beau. Et je respecte tout un tas de règles que je me fixe, notamment toujours être isolé du sol de différentes manières. Si je suis dans une grotte, ne pas toucher les parois, ne pas me trouver trop près de l'entrée. D'une manière générale, éviter ce qu'on appelle les effets de pointe, donc avoir des objets pointus, des choses qui peuvent un peu «attirer» entre guillemets, la foudre. Voilà, penser un peu à tous les à côté aussi, parce que la foudre, c'est un paramètre, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a le vent, il y a la pluie, la température qui va chuter. Donc voilà, ça inclut beaucoup d'aspects différents. Alors, j'ai déjà côtoyé la foudre de près en montagne, j'ai jamais eu de frayeur par rapport à ça, parce que j'étais toujours en sécurité, quand ça s'est produit. Ça reste toujours très intimidant, hein, quand on est dans une grotte à 3000 mètres d'altitude, tout seul au milieu d'un orage, littéralement au milieu du nuage parfois même. Mais j'ai pas eu de grosses frayeurs de foudrement proche. J'en ai eu plus en plaine, en chasse à l'orage classique justement, en étant dans ma voiture, en photographiant depuis la voiture et où c'est tombé, juste à côté, à quelques mètres, là oui, ça fait un peu bondir des fois. Alors à préciser hein, que Maxime montre sa série perpétuelle, comme il l'appelle, de photos d'orage intitulée Ce que révèle l'obscurité sur son site et qu'il vient de publier un beau livre intitulé pour sa part Terre perdue. Est-ce que tu as des anecdotes, Xavier, à nous raconter en termes de peur ou de sécurité? Dans le doc de Jamy, on vous voit déguerpir à toute vitesse à un moment donné. Donc en 22 ans, oui, il y en a eu des choses assez t- peur. Bah, j'ai toujours peur. Quand j'ai pas la peur, c'est que je suis en danger. C'est-à-dire qu'on n'a plus de limites. Comme il explique, Maxime, il faut se mettre des limites. Bah, c'est comme les photographes de conflit. Hein. Exactement. Il y a un moment Je donné, dis souvent ça. ok. C'est le moment où tu n'as plus peur. C'est que tu es en danger. Mm. Voilà. Donc c'est le même principe. Je me mets le même principe. Et j'ai eu plusieurs frayeurs, surtout au niveau de la foudre. Il y a des impacts qui tombent assez proches. J'ai eu un cas en 2014. J'ai fait un épisode méditerranéen, mon tout premier. Donc, c'est des gros systèmes orageux autour du pourtour méditerranéen. Épisode Sevenol ou méditerranéen, selon comment ils se forment. Donc, on entend souvent parler de l'épisode Sevenol. Ouais, parce qu'en fait, c'est les orages qui se forment sur les Cévennes. Ouais. Et méditerranéen, c'est plus en mer. Donc, c'est à peu près le même phénomène, mais en fait, ils vont se former plus en mer. Donc là, c'était épisode Sevenol. Donc, et là, ça a été à 1h du matin, je suis arrivé là-bas, et du côté de Nîmes. Et là, l'orage, c'était un orage qui se déplaçait assez lentement. Et il est arrivé sur moi. Et les foudres étaient vraiment dingues. Il y avait des foudres tout le temps. Donc c'était spectaculaire. J'ai réussi à trouver un petit point de vue un peu à l'arrache sur un champ en mettant en hauteur. Parce que je sais que c'est des creux éclairs assez rapides, enfin vraiment conséquents là-bas. Et c'est un orage qui m'a vraiment fait peur. Et c'est le premier et dernier épisode méditerranéen que j'ai fait, enfin épisode Sevenol que j'ai fait. Trauma, le mec. Ouais. Bah, déjà, entre les foudres, c'était un mur de foudre qui m'arrivait dessus. Et donc ça veut dire quoi un mur de foudre? En fait, à chaque éclair, en fait, c'est une foudre qui tombe. Donc toutes les 2-3 secondes, tu avais un impact qui tombait autour de 1 km distance. Et au fur et à mesure, l'orage se rapprochait. Ouais, donc mais le son. Il y a foudre et foudre, non? Non, là, toutes les foudres se ressemblent à ce soir-là. Donc là, ça se rapprochait au fur et à mesure. Donc la distance entre le temps entre l'impact et le son et se rapprochait de plus en plus. Et je me suis dit que le prochain, il est sur moi. Donc j'avais tout mis, les appareils photo bien réglés, que ça soit proche, donc fermeture du diaph au maximum.
Et au moment où j'allais monter dans le véhicule, donc à l'époque, j'avais un camion aménagé avec un haillon. Donc j'étais sous le haillon. Et il commençait juste un peu à pleuvoir. Et au moment où je lève le pied pour aller me mettre à l'abri, j'ai un claquement, mais j'ai entendu le son avant l'impact, quoi. Donc là, ça a fait un bruit métallique comme un coup de fouet. Et, c'est là que je me suis dit qu'en étant pied, pas, enfin cloche-pied, en fait, en fait, la tension de pas, je ne l'ai pas eu à ce moment-là. Donc, parce que l'impact est tombé à moins de 30 mètres. Hein. On le voit sur la photo, ça touche des roseaux. Fada. Ouais, donc, c'était dingue. Le bruit d'un orage, c'est le choc de l'électricité sur le sol ou c'est la création de l'arc électrique? En fait, c'est la détente de l'air. En fait, on passe de la température ambiante à 30 000 degrés. Donc, en fait, c'est sur 200 millisecondes. En fait, on crée une détente au niveau de l'air très rapide. Donc, en fait, ça fait créer une onde. Donc, plus on est proche, plus l'onde est courte. Donc, on est dans les hautes fréquences. Donc, c'est très aigu. Donc, c'est ce fameux bruit métallique qu'on entend. Et quand il est loin, ça fait ce bruit très lourd. En fait, l'onde se détend, donc est beaucoup plus large, donc on rentre dans les graves. Et c'est vrai, ça, ce qu'on dit, c'est que quand on voit un orage, on se met à compter, et quand on arrive aux chiffres en fonction du nombre de secondes, ça correspond au nombre de kilomètres. Alors, quand on voit l'impact, voilà, quand on voit l'éclair, on va compter, et au moment où on entend le son, on arrête de compter, et on divise par 3. Ah, on divise par 3. Je n'ai jamais divisé par 3, moi. Ah bah du coup, non, t'es pas bon. Mais par contre, pour revenir à la sécurité, quand tu décris un épisode comme ça, ou par rapport à ce que dit Maxime dans les grottes, dans les montagnes, etc., est-ce que ça veut dire que quand tu choisis un spot, tu prévois en véhicule, tu prévois des échappatoires différents axes pour repartir, ou est-ce que tu n'as qu'une issue et tu te dis, ouais, j'ai bien anticipé mon truc, ça va le faire? Ouais, alors ça arrive qu'on trouve des points de vue, parce qu'il y a un gros travail aussi vraiment tout l'hiver pendant le temps de pause, à repérer les points de vue qui, au niveau photo, qui peut être intéressant. Et il y a ces points de vue là aussi où je regarde si c'est accessible en véhicule. C'est vrai que je m'éloigne jamais du véhicule. Pour moi, c'est t'es aimanté, quoi. Voilà, Maxime, lui, il peut pas amener le véhicule en montagne, donc il trouve des abris vraiment où il se sentira en sécurité. Moi, c'est mon véhicule. Donc mon véhicule, je suis toujours derrière. Donc ça, tu vois, le coup, ça m'est tombé à côté. Heureusement que j'avais le véhicule. Ouais. Donc, Maxime, il évoque l'effet de pointe. C'est quoi ça exactement? L'effet de pointe, c'est surtout que moi je chasse dans la Beauce, donc c'est plat. Ouais. Donc c'est toi la pointe. Et voilà. La pointe, c'est les silos, les éoliennes et moi. Un trépied, c'est une pointe? Un trépied, c'est une pointe. Donc j'ai un trépied en carbone, j'évite de le sortir. Pourquoi la pointe attire la foudre? En fait, c'est un effet d'attirance. On revient à notre pile géante là, de tout à l'heure. Donc, quand ça arrive, l'orage arrive, par effet des charges négatives qui sont à la base du nuage, il y a les ions au sol. Et par effet ça va repousser les mêmes ions. Donc, par exemple, les ions négatifs vont être repoussés au sol et il va rester les ions positifs. Et il y a un effet d'attirance. Donc, les moins vont aller vers les plus. Donc, on a des traceurs qui vont descendre du ciel. Donc, c'est ces fameuses ramifications que l'on voit sur les photos. C'est ça qui descend vers le sol. Et à une certaine distance du sol, ça va attirer, donc, en remontant, par effet des pointes. Parce que c'est des couches en fait, de potentiel. Et sur les éoliennes ou les abords de forêt, les églises, en fait, ça crée des cassures. Et en fait, ça va faire un effet cet effet de pointe. C'est-à-dire que ça a un effet de faisceau. Donc, ça va faire du coup un éclair qui va remonter, et c'est le contact des deux traceurs. Donc, ça fait un traceur descendant, et à une certaine distance du sol, ça va attirer au sol, et c'est un traceur ascendant. Et c'est la connexion des deux qui va te créer la foudre. Donc, on a l'impression que ça descend. Repartir la DeLorean. Mais exactement. Du coup, c'est ce que tu cherches, toi, c'est l'effet de pointe pour. Comme sujet, c'est là que acteur, voilà. C'est par exemple une cathédrale, une éolienne, on sait que voilà, ça va être forcément un effet de pointe, donc ça va attirer la foudre. Est-ce que tu n'installes pas des pointes artificielles dans tes compositions pour pouvoir un peu forcer le destin? Il faudrait des fusées. Il y a des scientifiques qui lançaient des fusées avec un câble en cuivre au sein de l'orage. Donc on crée aussi ça.
Donc là, c'est des foudres artificielles, Le entre guillemets. docteur Frankenstein. Voilà. Alors du coup, ça fait des foudres toutes droites parce qu'en fait, la foudre suit le câble. Donc ça fait une foudre toute droite. Je reviens 2 secondes. Tu nous as parlé de la classification des orages, mais au niveau de la foudre, il y a foudre et foudre ou il y a plein de types de foudre? Il y a plein de choses. Quelle foudre es-tu? Quelle est la puissance de la foudre? Est-ce qu'il vaut mieux une grosse foudre ou une petite foudre en photo? Ah, bah, il y a différentes décharges. Donc, on dit il y a 3 types de décharges. Donc, il y a les intranuages, les internuageux et les nuages-sols. Donc, les intranuages, c'est au sein du nuage, donc au sein du cumulonimbus. Donc, c'est des flashs. On voit, ça clignote. Perceptible, c'est nul. C'est stroboscope. humain. Ouais. Oui, on les voit. D'ailleurs, c'est souvent ça qui va définir un peu le départ du développement. On voit les premiers flashs de nuit, parce que de jour, on ne va pas les voir. Des fois, on va les entendre, mais de nuit, on voit les premiers flashs. Donc ça, c'est les micro-décharges. Donc on a dit, ça y est, il est parti, il va nous lâcher des foudres. Enfin, du moins, on espère. Et donc ça, oui, comme tu disais, Arthur, c'est pas très beau en photo. Donc ça va illuminer des fois de l'intérieur. Donc quand on a la partie convective, donc la partie chou-fleur, donc de nuit, ça illumine de l'intérieur, c'est beau. Mais sinon, souvent, on fait pas. Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, c'est ça. Donc après, il y a internuageux. Donc ça, c'est des éclairs au sein du nuage. Donc ça, par contre, on va les voir. Donc, Horizontaux. voilà, ou non, verticaux, il y a oui, dans tous les ok. sens. Ça part dans tous les sens. Hein. Des fois, ça fait comme des araignées, donc c'est ce qu'on appelle des spiders à la fin de l'orage. Donc ça part dans tous les sens. Ça peut être sympa à photographier, ça. Donc ça, c'est intéressant. Et la décharge nuage-sol, donc ça, c'est la foudre. Donc du nuage au sol. Donc c'est à peu près 20%, entre 10 et 20% de l'activité électrique d'un nuage, d'un orage. Tout le reste, les 80%, c'est au sein du nuage. Donc en fait, ce qu'on voit en foudre, c'est pas grand-chose. Hein. Et des fois, on n'en a vraiment pas du tout. C'est rien que parfois, c'est intra-nuage sans arrêt. Mais aujourd'hui, avec tous les outils que tu as, ça arrive que tu fasses des sorties non productives? Ah oui, ça arrive. Hein. Ah oui. C'est m'est déjà arrivé de traverser toute la France pour aller au pied mont Pyrénéen. Un orage était annoncé. J'ai posé le trépied. L'orage s'est formé. Il a longé les Pyrénées. Donc on l'a vu de loin. Il nous est passé devant. Et après, il est reparti. 0 foudre. Alors, au niveau électrique, c'était spectaculaire. Hein, mais ces photos-là, je ne les ai jamais vues parce que c'était flash à gogo. Quoi. Rien d'intéressant en photo. Dommage. Bon. En plus, j'avais une vue magnifique. Ouais, puis Chartres-Pyrénées, bon, c'est pas. Ah, c'est vite 9 heures de route. Ouais, c'est pas le Bon, après, c'est pas grave, j'étais en Espagne. Engagement, quoi. Après, je suis parti en Espagne le lendemain et là, j'ai rentabilisé l'affaire. Bon, maintenant qu'on sait où et quand trouver des orages, on va parler un peu de la technique et du matériel nécessaire pour réussir à les photographier. La lumière, petit cours de physique, se déplace à 300 000 km par seconde et la durée moyenne perceptible d'un éclair, de la foudre, est entre 0,2 et 0,5 secondes. Ouais, c'est ça. juste? C'est juste. 200 millisecondes, ouais. Quand vous entendez la foudre, c'est déjà trop tard et il est impossible de savoir précisément où et quand elle va tomber. Il est donc impératif de ruser pour mettre toutes les chances de son côté et d'utiliser ce que l'on appelle un détecteur d'orage pour automatiser le déclenchement de son boîtier. L'un des modèles les plus réputés, le Lighting Sensor V6, est français et on vous propose d'écouter son inventeur et producteur, Walter Laroche-Seicha, nous le présenter et nous expliquer son fonctionnement. Qu'est-ce que c'est que le Lighting Sensor V6? Alors, c'est un petit boîtier électronique donc, qui est étanche aux projections de pluie, donc il peut aller dehors, qui se fixe donc, sur un appareil photo, d'accord, et qui est relié avec un câble à sa prise de télécommande filaire, la prise du déclencheur externe. Alors, son rôle, c'est d'envoyer en fait un ordre de déclenchement dès qu'il détecte la naissance d'un éclair. Donc, sa détection, elle est du type optique, c'est-à-dire donc en fait, elle fonctionne dans le spectre du visible et de l'infrarouge. Donc, en fait, à l'intérieur, donc il y a une électronique qui est super précise et rapide, fiable aussi, donc, du fait des composants utilisés. Voilà. Et par contre, sur le terrain, son utilisation est extrêmement facile. En fait, la mise en route et le réglage du Lighting Sensor V6 se fait quasiment en 1 seconde et demie, 2 secondes. Donc, entre le moment où c'est qu'on l'allume et le moment où c'est qu'il est prêt
à effectuer son rôle. Donc déjà, cette qualité de composant, ça a fait sa réputation, ce qui fait qu'en fait, et d'ailleurs, grâce à ça, je propose une garantie de 10 ans. Donc déjà là, par rapport à un autre appareil du commerce qui est souvent garanti 2 ans ou 3 ans, on est quand même largement au-dessus. Première chose. Deuxième chose, je pense que c'est son mode de fonctionnement. Je pense que donc, les autres cellules concurrentes, elles attendent vraiment que l'éclair tombe pour pouvoir donner l'ordre de déclenchement à l'appareil photo, que le Latin Sensor V6, comme ses versions précédentes, la V4, qui était également très très réputée au milieu des chasseurs d'orage, donc elle va détecter en fait la signature électromagnétique, c'est un genre de série d'impulsions, qui a lieu juste avant l'éclair. Donc en fait, on gagne du temps. Et donc dès qu'elle analyse ça et que la cellule donc, se dit « Ah tiens, là, il va y avoir un éclair qui risque d'apparaître », elle envoie immédiatement l'ordre de déclenchement à l'appareil photo. Donc tout est fabriqué en France, donc, dans mon laboratoire en Saône-et-Loire, département 71. Donc je produis à peu près 400 pièces par an. D'accord. Donc comme je disais, donc, avec des composants de très très grosse qualité. Alors, tout est fait à la main par moi-même. Et également, donc, sur le circuit imprimé, il y a une petite partie qui est composée de tout petits circuits, de tout petits composants CMS. Donc ça, c'est posé par une entreprise allemande, pareil, qui est très très réputée à l'échelle européenne et nationale. Donc chaque exemplaire que je produis, donc les 400 exemplaires dans leur totalité, subissent une quinzaine de tests aux différentes phases de production. D'accord, ainsi qu'un dernier contrôle sur banc de mesure pour être certain vraiment que tout fonctionne parfaitement, pour être sûr que l'heureux possesseur du V6 ait dans ses mains un appareil qui soit 100% fiable et fonctionnel. Alors, le Lighting Sensor V6 est vendu en version standard au prix de 219 € sur le site Radio-Ham Électronique, comme ça se prononce, et tout attaché, .com. Avec un H, juste après Avec radio. un Radio-Ham, Ouais. Radio Jambon Électronique.com. Sinon, tu dis Lighting Sensor V6 sur ton moteur de recherche, tu trouveras. Xavier, est-ce qu'on est obligé de passer par ce genre de... Bon, c'est pas le seul qui existe, mais est-ce qu'on est obligé de passer par ce genre de détecteur pour photographier la foudre, ou on peut simplement être soit très chanceux, soit très réactif? Ah, pour la petite histoire, moi j'ai commencé la photo d'orage, c'était la photo de nuit. Parce que c'est facile à photographier, enfin facile. C'est que de la pose longue, donc de nuit. Donc moi qui avais commencé en argentique, c'était assez pratique. On faisait des pauses de 5 minutes, donc au-delà même. Donc T'optimises les chances de voilà, voir quelque exactement. Donc en numérique, tu peux pas aller au-delà de 30 secondes. Enfin, tu peux, mais tu vas créer du bruit parce que le capteur chauffe. Donc je me suis limité à 30 secondes. Donc moi j'utilise mon numérique. En fait, je bloque la télécommande. Je parle de photo de nuit. Donc je bloque la télécommande. En fait, je mets le mode rafale. En fait, il fait des rafales de 30 secondes, l'appareil. Donc comme ça, j'optimise des chances. Parce que des fois, entre deux pauses, tu peux avoir un impact à ce moment-là. Donc comme tu l'as dit, Arthur, c'est 0,2 à 0,5 secondes, un impact. Donc le temps de rappuyer sur ta télécommande, des fois, tu rates. Donc moi, j'ai mis en mode automatique, comme ça, je suis sûr. Et donc le détecteur est arrivé en 2010. Donc j'étais le premier, l'un des premiers. Il avait fait une petite commande auprès des passionnés. Qui veut un détecteur d'éclairs de jour? Parce qu'avant, c'était de jour, très difficile à les voir, à part flinguer son obturateur, parce qu'on faisait des rafales à gogo. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on comptait, quand il y avait un orage assez actif, on comptait en la fréquence. C'est-à-dire qu'il y avait un impact, on comptait un autre impact, on comptait un autre impact. On faisait une moyenne, donc à peu près 10 secondes entre chaque impact. Donc au bout de 10 secondes, voilà, un peu au doigt mouillé. Donc au bout de 10 secondes, on commençait à lancer les rafales. Toc, toc, toc. Tu vois, Mais donc, ça devait faire un déchet monstrueux en post-production. Exactement. Donc c'était... Tu vidais les cartes en... Bon, c'était un peu au bout dans la chance. Mais j'ai réussi à en avoir quelques-unes, très rares. Et j'ai eu en 2009 un orage assez violent du côté de Pithiviers dans le 45, là, un soir. Et il y a eu un impact qui a fait un réallumage. C'est-à-dire que la foudre est tombée et il s'est réallumé plusieurs fois. En fait, il a clignoté donc, pendant 1 seconde. J'ai eu le temps de faire waouh, superbe, appuyer. Bam. J'ai appuyé, j'ai dit bon, on va voir. Et donc un beau champ de betterave avec une belle foudre au loin. Donc 2 jours. Donc ça, c'était vraiment un peu à la volée. J'ai réussi à en faire 2 ce soir-là. Mais voilà, c'était tout. J'ai dû en faire 3 avant le détecteur. Et le détecteur est arrivé. Donc, comme il expliquait, c'est ultra simple à mettre en place. Et
comme je l'ai dit, tu as démocratisé la foudre de jour. Maintenant, on en voit partout. Mais dès la La foudre. première version, en 2010, Ouais, c'était ça opérationnel, enfin, c'était Ça, fiable. ça marchait bien, mais par contre, c'était, je sais pas si on peut en parler maintenant, c'était le temps de latence des appareils photo. C'est-à-dire que le détecteur, la première version était un petit peu plus lente que la dernière version. Donc déjà, ça accentue. Et les temps de latence des appareils photo, c'est-à-dire le temps qui reçoit le signal du détecteur et que l'appareil déclenche. C'est de l'électricité aussi, hein, normalement. Ça Ouais, mais assez rapide, quoi. les meilleurs, c'était les Nikon. Donc, Ouais. alors ça, pas tous les Nikon, hein, parce que j'avais un D800, il était très lent. Donc à côté, j'avais un D4S, donc un boîtier pro, voilà, et c'était le temps de latence, c'était le meilleur du marché. Et en effet, j'avais des foudres. J'avais même des fois, il allait tellement vite qu'il voyait des choses incompréhensibles. C'est-à-dire qu'il déclenchait, on voyait même pas l'impact, mais on voyait les traceurs. En fait, il allait trop vite presque. C'était quand même assez saisissant. Là, il y Et, a un petit réglage sur ce boîtier, et puis il fait un bruit. Vas-y, Ouais, il est-ce fait que tu en as amené un? Ouais, j'en ai amené. Allume-le, là, qu'on entende un Donc, peu. Là. donc tu l'allumes, et dès que le bip s'arrête, c'est-à-dire qu'il est réglé. Donc Gare aux oreilles. voilà, là il est réglé. Donc Ouais, après, dès que effectivement, c'est assez rapide. c'est assez rapide, et puis dès qu'il voit une lumière, voilà. Et donc dès qu'il y a un bip, en fait, il envoie le signal à l'appareil photo et il déclenche. Mais ça paie pas de mine, hein. Ça fait vraiment outil analogique. Enfin, Oui, c'est c'est le petit boîtier fait petit maison. boîtier, On dirait. La première version était assez rigolote parce qu'on a l'impression qu'on faisait la techno. Quand on était en 4e techno, là, on faisait les petits boîtiers avec le poste à souder. Là. Donc c'était ça, mais c'était hyper efficace. Hein. Moi, je m'en foutais qu'il ressemblait à rien, mais, mais ça marchait du feu de Dieu. Mais tu l'utilises du coup de jour, mais de nuit aussi? Alors, de nuit, moi, non. À l'heure bleue, on peut encore l'utiliser. Alors, les premières versions déconnaient. C'est-à-dire que la luminosité n'était pas assez importante pour pouvoir déclencher. On était obligé de mettre la sensibilité à fond. Et dès qu'il y avait l'impact, ça déclenchait. Mais sauf que vu qu'il était à fond, il était mal réglé, il déclenchait tout le temps. Donc, il fallait vite éteindre le détecteur. Donc, on faisait des photos des fois un peu compliquées. Ça remplissait la carte mémoire si on n'était pas à côté de l'appareil photo. Mais les dernières versions, maintenant, elles fonctionnent à toutes les heures. Donc de jour, l'heure bleue, lever du soleil, et de nuit. Tu peux l'utiliser aussi de nuit. Alors moi, de nuit, j'utilise toujours la pause longue en rafale. Enfin, ta pause longue numérique, on va dire. De numérique de 30 succession secondes. rafales de Voilà, 30 secondes. exactement. Dès que j'atteins à peu près 5 secondes, je l'enlève et puis j'utilise ma méthode. Ok. Bon, donc la synchro, le déclenchement, c'est fait par le boîtier. Voilà. Et pour la petite info, Ouais. faut mettre le mode rafale aussi. C'est pas prise unique sur le déclencheur. C'est-à-dire qu'il faut mettre en mode rafale la plus grosse rafale de son appareil photo. Ah, donc on n'est pas sur une synchro parfaite. Non, il faut toujours, parce que souvent, des fois, on a avant ou après la rafale. C'est pas la première photo qu'on a, c'est souvent deuxième, troisième photo qu'on a l'impact. Donc il faut mettre. Bon, après, ça sert à rien de mettre 120 images secondes, hein, on a trop de photos. Hein. Donc autour de 20 max, c'est déjà bien. 20 images secondes. Voilà, pour la petite info. Hormis ça, sur le boîtier, quel réglage anticiper du coup pour être sûr que quand tout ce bazar là se met en route, on ait une image qui soit correctement exposée, nette et comme il faut, quoi. Alors pour la photo de nuit, on va commencer par Ouais. le plus simple que tout le monde peut faire, donc sans avoir besoin du détecteur. Donc une télécommande, un trépied et un appareil photo où on peut régler manuellement le temps d'expo et les ouvertures. Donc de nuit, je commence à la mise au point manuelle, toujours manuelle, pour Ouais, être mais où manuel, ok, mais où sur l'infini. comment on le sait qu'on est sur l'infini? Alors, Tu te mets en butée ou tu te mets un peu avant ou tu joues avec l'hyperfocale? Tu fais comment? ça dépend des optiques. Si tu as une optique fixe, tu peux aller en butée presque. Si voilà, tu vas voir le symbole infini, tu vas le trouver. Par contre, après, sur des zooms, par exemple les hybrides, on a difficulté de trouver on a des difficultés de trouver l'infini. Donc, ce que je fais, c'est quand il y a un point lumineux, un village ou des étoiles, maintenant, on arrive à bien fixer l'infini. Si tu l'as pas, tu peux maintenant, dans les appareils hybrides, tu peux enregistrer en pré-focus. En fait, tu peux enregistrer tes points sur l'infini, ou par exemple, des mises au point. Alors, ce qu'ils appellent des... Je sais plus comment il a dit Fabrice, c'était...
En fait, tu peux enregistrer. Des distances de mise au point Ouais, à l'avance, quoi. j'ai pas essayé parce que moi j'utilise des focales fixes manuelles. Donc Ouais. comme ça, moi je vais à l'infini en butée, je suis sur l'infini. Donc il n'y a pas d'embrouille. Ok. Ouverture, du coup. Ouverture On 6-3. maximise ses chances, on se met au 6-3. milieu pour avoir Ouais, le voilà, meilleur tu te piqué. mets au milieu et quand l'orage est proche, bah, tu commences à fermer. S'il est encore loin, tu ouvres un peu. Donc, et faire attention aux rideaux de pluie. C'est-à-dire que quand la foudre traverse les rideaux de pluie, ça fait un effet miroir, ça accentue les lumières. Donc, vérifier sur les photos, quand on voit que ça a bien flashé, de voir où il est passé. Et des fois, la foudre, on voit qu'elle a passé le rideau de pluie et c'est des zones qui ont été sur X. Mais tu as des focales de prédilection, plutôt grand angle, plutôt télé, ou tu mets les deux? Parce qu'en fait, là, il y a un boîtier, mais en réalité, tu en as plusieurs, plusieurs trépieds, plusieurs boîtiers. Alors, oui, alors j'ai commencé avec un boîtier. Donc, je me suis rendu compte que l'orage, tu en as plusieurs en face de toi. Donc, au début, tu vas tourner ton appareil sur la partie la plus active. Puis tu te rends compte qu'il va s'arrêter et que c'est son voisin qui va être plus actif. Tu vas tourner ton appareil sur le voisin, il s'est arrêté. Et tu vois que c'est le voisin de précédent que tu cadrais qui s'énerve. Donc, en fait, tu es sans arrêt en train de jouer de cibles, différentes cibles. Donc, c'est assez pénible et on en rate pas mal. Donc, minimum 2 boîtiers quand vraiment tu commences à être vraiment dans la chasse aux orages. C'est au moins 2 boîtiers. Donc, moi, j'en ai 5. Alors, les furieux feraient ça au 800 mm ou non, au 14 après, mm. par exemple, je fais du 15 mm au 85, voire 200. C'est pas extrême. Faut bien viser à 200 quand même. Hein. À 200, c'est vraiment quand tu as, par exemple, pour faire simple, la cathédrale de Chartres. Voilà, je suis de Chartres. Une photo de dingue voilà, que tu as faite de ça. Je l'ai faite au 200. C'est-à-dire que j'ai cadré la cathédrale, j'ai attendu que l'orage il passe derrière la cathédrale. Et au moment où il est passé, il a lâché une belle foudre. Et combien d'années tu as mis pour obtenir cette photo? Alors, l'impact sur le clocher, j'ai mis 12 ans. Ouais. Voilà. Bon. 12 ans. À raison de 4 heures par jour. Hein. Par nuit. Bon, ok, t'étais sur place, mais enfin quand même. Ouais, je suis sur place, mais bon, c'est compliqué. Et puis quand c'est beau, c'est une belle quête qui. C'est des objectifs qu'il faut se lancer. Donc, comment dire, enfin, voilà, c'était en 2023. Ouais, ça a enfin marché. Là, on a évoqué beaucoup la photo de nuit, de jour. La photo d'orage, c'est un peu comme si on faisait du fill-in au flash avec une synchro au premier rideau, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. Et puis la sensibilité pour les deux jours et de nuit à 100 ISO de base. Ok. On se met plus basse. Alors, sur certains boîtiers, on peut descendre à 64. Donc ça permet de limiter le bruit en photo, surtout sur les longues pauses. Donc de jour, donc sans ISO, toujours un trépied. Parce qu'on va poser son appareil et utiliser le fameux détecteur. Voilà. On le branche. On se met en mode rafale, rapide, de son appareil pour éviter de perdre des données. C'est-à-dire que si on est... Par exemple, sur certains appareils, j'étais à 10 images secondes, ça marche. On arrive à avoir de belles choses quand même déjà. Et comme je disais tout à l'heure, un temps de latence assez rapide. Sinon, souvent, on va avoir des foudres sans les ramifications. On va avoir un temps de retard, donc on aura la fin de l'impact. Donc on n'aura pas les ramifications, où on a tout l'historique de l'impact. Et le timelapse, ça a du sens ou pas dans l'application de la photo d'orage? Non, c'est plus pour la vidéo et puis aussi de comprendre ce qu'on avait en face. C'est-à-dire, nous, on est à fond dans les photos, les vidéos, et puis après, en post-traitement, on regarde, en fait, il s'est passé ça, ça s'est formé comme ça. Une sorte de making-of. Voilà, c'est ça, making-of, et puis comprendre pourquoi ça a fait comme ça. Ça permet d'avoir un retour d'expérience, c'est-à-dire, la prochaine fois, je ferai différemment, parce que en fait, j'ai raté pas mal de choses, parce qu'en fait, l'orage se déplaçait de telle façon que je n'avais pas vu. L'ouverture, on va changer. On va faire un minimum de F13. On va essayer de fermer le plus possible pour gagner en temps de pause. C'est-à-dire que là, il ne faut pas avoir des longues pauses. Il faut avoir des pauses assez rapides, mais pas trop rapides. Parce que si on dépasse le 1 centième, on va aller plus vite que la foudre. Donc, il faut rester au max 1 centième. C'est la limite. Ouais. Après, c'est du hasard. Hein. Ouais. Et j'ai essayé, ça marche, mais c'est miraculeux. Hein. Parce que là, souvent en été, la lumière est dure.
C'est entre 14 et 16 heures. Ça vaut pas le coup de faire des photos. Les lumières sont bien blanches. Et on a du mal à prendre les photos avec le détecteur. Et on est obligé de faire des choses à descendre à 50 ISO, fermer à Donc F22. tu perds de la dynamique, Donc tu perds la dynamique à t'as de F22. Alors là, tu diffraction. commences à aller en post-traitement à enlever tous les points noirs de la Ah poussière. bah oui, les tâches de Avec capteur ou autre. voilà, exactement. Donc, faut être à F13, F16 et jouer sur un dixième, un vingtième à un 60e grand max. La meilleure, c'est un 20e, un 30e. Hmm. Voilà. Et si on réussissait à sous-exposer de ouf une photo de foudre, est-ce qu'on arriverait à, je sais pas, peut-être améliorer la restitution des détails, des contours, voire même à trouver un peu de matière là-dedans, ou finalement de l'électricité, c'est du blanc pur, il n'y a rien à y chercher? Ouais, sous-exposé en post-traitement ou Ah bah en, non, la prise de à vue, la en prise de vue? post-traitement, c'est foutu, c'est déjà trop tard. C'est comme... Si tu sous-ex, tu vas avoir que le canal principal, c'est-à-dire la foudre. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est toute la ramification. Donc, non, l'idée, c'est de garder la lumière. Puis, au contraire, on va garder la lumière pour illuminer tout le décor, tout ce qui va avec. C'est là que ça m'est arrivé de rater un peu l'exposition et se retrouver, comme tu dis, un peu sous-ex. Essayer de retrouver un peu de dynamique dans le noir, c'est compliqué quand c'est trop sous-exposé. Bon, après, maintenant, avec les capteurs qu'on a, je dis ça il y a 10 ans, pour ressentir les détails, c'était compliqué. Maintenant, bon, c'est assez facile. Alors, pour maximiser encore plus ses chances, on peut aussi tirer parti d'une technologie qui est apparue assez récemment sur les hybrides qu'on appelle le pré-capture et qui est associé à des vitesses de rafale toujours plus ouf sur les boîtiers modernes. Sony propose le pré-capture sur certains de ses appareils et on écoute Fabrice Abuaf nous en parler. En photographie, la mission du photographe, qu'il soit professionnel, amateur, passionné, c'est effectivement de pouvoir, réaliser une image incroyable, une image qui va faire vibrer la personne qui l'a prise et la personne qui la regarde. En photographie d'action, hein, sport, animalier, on peut parler aussi de photographie d'orage, ce qu'on recherche beaucoup, c'est justement cette image ultime, qui correspond à un moment, très difficile à voir, très difficile à capturer, où il va se passer quelque chose qu'en fait, que même l'œil humain ne voit pas. Et c'est là qu'intervient, la technologie avec des capteurs de plus en plus rapides. C'est que, jusque-là, ce qu'on faisait, c'est que on faisait de la rafale en photo, hein, beaucoup d'images par seconde, pour essayer de maximiser la probabilité de capturer ce moment-là. Et malheureusement, des fois, on déclenche, on fait une rafale, une grande rafale, et il se passe rien. Et la technologie nous apporte, le pré-capture, donc la capture anticipée, qui permet donc de ne pas gaspiller, des photos à faire une rafale avant, en espérant qu'il se passe quelque chose, mais plutôt à être en vigilance, en train de viser le sujet, en train d'attendre qu'il se passe quelque chose et en fait, on va appuyer, faire la photo au moment où l'action est déjà passée. En fait, on va déclencher en retard et la technologie du pré-capture nous permet justement d'avoir eu jusqu'à 1 seconde en remontant dans le temps de rafale de ce qu'on est en train de cadrer et de viser. Donc ça change complètement la façon de faire. Ça veut dire qu'on gaspille beaucoup moins d'images, qu'on va faire des photos centrées sur le moment exact où il se passe quelque chose, plus notre temps de réaction. Et comme on pourra revenir dans le passé avec notre rafale de 30 images secondes, par exemple, eh ben, on aura quasiment à tous les coups la photo exceptionnelle que l'on a toujours du mal à avoir. Alors l'après-capture, on l'aura aujourd'hui sur 3 boîtiers de la gamme Sony. Bien sûr, l'Alpha 9 III avec le Global Shutter qui lui peut faire, de l'après-capture jusqu'à 120 photos par seconde en RAW, plus JPEG avec le suivi autofocus. Sur l'Alpha One 2 à 50 millions de pixels, donc jusqu'à 1 seconde aussi et 30 images par seconde et l'Alpha 7 V, 33 millions de pixels, jusqu'à 1 seconde aussi à 30 images par seconde. Bon, techno de ouf, ce pré-capture qu'on retrouve sur les boîtiers Sony et d'autres constructeurs. On peut littéralement un peu jouer à Dieu et remonter le temps. Xavier, qu'est-ce qui vaut mieux au final? Avoir un lighting sensor qui est parfaitement réglé et synchronisé ou la possibilité
justement de remonter le temps à 30 ou 60 images par seconde? Alors, pourquoi j'ai pris la précapture Sony? Parce que c'était de la précapture en RAW. Nous, on ne travaille pas en Mhm. JPEG sur la photo d'orage, Mhm. parce on a beaucoup de reprises en post-traitement sur comme tu disais tout à l'heure, la sous-ex ou la surexposition. Donc, et des fois de superposition aussi. On fait une sorte de stacking. Parce que des fois, on peut faire 10-15 photos du même Tricher. orage, voilà, au même endroit. Donc, c'était un peu retrouver le temps de pause que je faisais en numérique, enfin en argentique. Je faisais des pauses de 5-10 minutes. En fait, je rejoue là-dessus en trichant de plusieurs pauses de 30 secondes. Donc voilà, c'est pour la petite parenthèse, pourquoi j'avais pris la précapture. Comme tu dis, tout le monde en fait, mais les concurrents, c'était de la précapture JPEG. Bon, les RAW commencent à arriver aussi Oui, chez les concurrents. ça évolue. Voilà. Mais du coup, comment ça tu avance, fais? ça avance dans le bon sens. Tu privilégies l'un ou Alors, l'autre ou tu fais les deux? c'est Sony qui est venu vers moi et m'a dit est-ce que ça t'intéresserait la précapture? Il m'explique ce que c'est, donc l'histoire de remonter le temps dans 1 seconde. Et là, je lui dis bingo. Parce que, comme souvent, que j'expliquais, le temps de latence, on a des fois, le déclenchement se fait trop tard. Donc, j'ai dit attends, on va tester. Donc, j'ai testé en télécommande. Donc, à la télécommande, je suis parti en Espagne, c'était il y a 2 ans. Et ce qui était pratique à la précapture, c'est qu'on pouvait choisir ce qu'on prenait en photo. C'est-à-dire que, comme l'histoire l'activité électrique, c'est 80 à 90% au sein du nuage. Nous, ce que l'on veut, c'est un bel éclair ou une belle foudre. Donc, des fois, on se retrouve avec le problème du détecteur de remplir 2000 photos de rien. C'est-à-dire que ça a déclenché que de l'intra-nuage. Donc là, on va discriminer manuellement avec la télécommande. Et une belle foudre, paf, je déclenche. Voilà. Donc en fait, ça va prendre la séquence de la foudre. Donc ça, c'est pratique. C'est très retour vers le futur encore. Exactement. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai couplé le détecteur avec la précapture. Comme ça, je compense le temps de latence de l'appareil de photo et le micro, voilà, vraiment très petit temps de latence aussi du détecteur. Donc je remonte le temps entre 400 millisecondes et 30 millisecondes. Enfin, oui, c'est ça. En tout cas, je pense quand même que l'avenir futur des détecteurs d'orage est compromis parce que je vois pas sur le papier qu'est-ce qui pourrait empêcher n'importe quel constructeur de mettre en place un mode foudre boosté à l'IA qui est capable donc avec la visée live de détecter la présence d'un éclair et de s'appuyer sur le pré-capture pour pouvoir au besoin remonter un peu le temps. Après, Bon, c'est tellement niche que je c'est sais pas tellement s'ils niche. iront C'est ce qui vous sauve. Sinon, il pourrait le faire avec la faites une goutte petite d'eau, communauté. le son, enfin, il pourrait faire exactement. plein de trucs. Non, ça va être de l'accessoire. Ça va être de l'accessoire. Donc, le détecteur, voilà, il sera toujours là. Bon, Il sera toujours allez. dans la sacoche du chasseur d'orage. On conclut là-dessus. Merci beaucoup, Xavier.